Au début, je pensais que c'était de l'amour, mais j'ai découvert de la pire manière possible que certains hommes ne savent aimer qu'avec des poings fermés. Bonjour, mes chers, je m'appelle Carla, mais vous pouvez m'appeler Mamie Carla. J'ai 72 ans et je suis née en 1953 à Saint-Brieuc, côté Amand. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire que j'ai gardée profondément dans mon cœur pendant plus de 40 ans. Une histoire que même mes propres petits-enfants ne connaissent pas entièrement. J'aimerais savoir d'où vous regardez cette vidéo. Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. J'aime savoir que ma voix atteint tant de coins différents de la France. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça aide cette vieille dame à continuer de partager ses histoires. Saint-Brieuc, dans les années 70, était très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Les rues pavées, les vieilles maisons avec leurs grandes grilles en fer, l'odeur de la mer près de l'étang de Robian, c'était une ville qui respirait la tradition, où tout le monde se connaissait et où les jeunes filles convenables, comme on me considérait, devaient suivre des règles très strictes. J'étais enseignante à l'école primaire à l'époque, enseignant à l'école Sainte-Anne. J'aimais mes élèves, j'aimais enseigner. J'avais 25 ans, des cheveux noirs longs jusqu'à la taille, et on disait que j'avais les yeux les plus vifs de la ville. Je ne me vante pas, mais chère. C'est juste qu'à l'époque, j'étais vraiment pleine de vie, pleine de rêves. Je pensais que le monde était à mes pieds. Ma mère, Madame Solmazander, me disait toujours « Carla, ma fille, il faut trouver un mari, une enseignante célibataire. Ça fait pas bonne impression. » C'était comme ça à l'époque. Vous savez, les femmes devaient se marier, avoir des enfants, s'occuper de la maison, peu importait. Si vous étiez heureuse à faire autre chose, le chemin était déjà tracé pour nous. C'était lors d'une collecte de fonds pour l'école que je rencontrais Marc. Mon Dieu, comme cet homme était beau, grand, fort, avec une moustache bien taillée, qui était à la mode à l'époque, et un sourire qui semblait illuminer toute la salle. Il était venu de Lorient pour travailler comme directeur à la Banque nationale, qui venait d'ouvrir une nouvelle agence à Saint-Brieuc. « Me feriez-vous l'honneur de cette danse ?» demandait-il, en me tendant la main au milieu de la collecte. Je sentais mes genoux trembler. Imaginez un homme comme ça, si élégant, si éloquent, voulant danser avec moi. À partir de ce jour, Marc devenait le principal sujet dans la salle des professeurs. Carla, as-tu vu comment le directeur de la banque n'avait Dieu que pour toi? Commentaient mes collègues, certaines avec envie, d'autres avec une joie sincère pour moi. Une semaine après la collecte, il apparaissait à la porte de l'école avec un bouquet de marguerites. Encore aujourd'hui, je ne sais pas comment il a découvert que c'était mes fleurs préférées. Voudriez-vous dîner avec moi samedi, Mademoiselle Carla? Demandait-il devant tout le monde, me faisant rougir jusqu'à la racine des cheveux. Comment pouvais-je dire non? Et pour être honnête avec vous, me scarce. Je voulais pas dire non. Cet homme m'avait touchée d'une manière qu'aucun autre n'avait réussi auparavant. Notre cours
était comme un conte de fées. Marc était tout ce dont une fille pouvait rêver à l'époque, cultivé, galante, respectueux. Il ouvrait la portière de la voiture pour moi, tirait ma chaise pour que je m'asseye dans les restaurants, m'apportait de petits cadeaux sans raison particulière, un livre qu'il avait vu et qui lui faisait penser à moi, un chocolat quand il savait que j'étais fatiguée après une journée difficile à l'école. Carla, tu es la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée, me disait-il, tenant mes mains dans les siennes. J'ai jamais vu quelqu'un avec autant d'amour pour la vie, autant de passion pour ce qu'elle fait. Et le meilleur, il semblait sincèrement intéressé par mon travail. Il posait des questions sur mes élèves, sur mes méthodes d'enseignement, écoutait attentivement quand je parlais des difficultés d'un enfant ou d'un autre. À cette époque, c'était rare. Un homme qui valorisait le travail d'une femme était pratiquement une espèce en voie de disparition. Ma mère était aux anges. Bien sûr, ma fille tient bien cet homme. Directeur de banque, beau, cultivé. C'est le genre de prise qui se présente pas deux fois dans une vie. 6 mois après notre rencontre, lors d'un dîner aux chandelles dans le meilleur restaurant de la ville, il s'agenouillait et sortait une boîte en velours de sa poche. Carla, ferais-tu de moi l'homme le plus heureux du monde en acceptant d'être ma femme? L'anneau était magnifique, un petit diamant qui brillait comme une étoile, mais plus beau encore était l'éclat dans ses yeux. Du moins, c'est ce que je pensais à l'époque. Oui, répondais-je sans hésitation. À ce moment, je croyais vraiment avoir trouvé l'homme de ma vie, mon compagnon, mon port sûr. Le mariage avait lieu à l'été 1979, une cérémonie simple, mais belle à l'église Saint-Michel. Je portais une robe blanche que ma mère et moi avions cousue ensemble, avec de la dentelle venue spécialement de Paris. Marc était très élégant dans un costume bleu marine sur mesure. Quand nous entrions ensemble à la réception, je me sentais comme si je flottais. C'était le jour le plus heureux de ma vie. Pour toujours, murmurait-il à mon oreille, pendant notre première danse en tant que mari et femme. Si seulement j'avais su ce que pour toujours signifiait vraiment. Les premiers mois étaient merveilleux, comme une continuation de notre cours. Nous avions acheté une maison simple, mais chaleureuse dans la banlieue. Je continuais à enseigner. Il travaillait à la banque le week-end. Nous allions à l'étang de Robien, faisions des barbecues avec des amis, allions au cinéma, nous étions heureux, ou du moins je l'étais. C'était à notre premier anniversaire de mariage que je remarquais le premier signe. Nous avions prévu de dîner dehors dans le même restaurant où il m'avait demandé en mariage. Je m'étais habillée, mettant ma plus belle robe, le parfum qu'il m'avait offert. J'attendais, attendais, et Marc n'apparaissait jamais. Quand il rentrait enfin vers 10 heures du soir, il sentait l'alcool et avait une expression irritée. « Désolé, j'avais une réunion de dernière minute à la banque », disait-il sèchement, sans me regarder dans les yeux. Plus tard, je découvrais
que la réunion avait été au bar avec ses collègues de travail. C'était le premier de nombreux mensonges à venir progressivement, presque imperceptiblement. Les choses commençaient à changer. Le Marc attentif, affectueux, intéressé par mes affaires, cédait la place à un homme distant, irritable, critique. As-tu vraiment besoin de porter cette robe? N'est-elle pas un peu trop moulante sur toi? Comment est-il me faisant me sentir insécure à propos de mon corps? Cette habitude de parler à tout le monde, on dirait presque que tu flirtes avec les maris des autres, disait-il, quand je me contentais d'échanger quelques mots avec des voisins ou des amis couples. Montravel, qu'il avait tant valorisé autrefois, devenait une raison de critique constante. Pourquoi continuer à enseigner? Le salaire est misérable et tu rentres trop fatigué pour t'occuper correctement de la maison. Mais je résistais. J'aimais mes élèves, j'aimais enseigner. C'était la seule chose qui me faisait sentir que j'étais encore moi-même. La Carla qui existait avant d'être la femme de Marc en 1982. Je tombais enceinte de notre premier et unique enfant, Raphaël. Je pensais que un bébé pourrait nous rapprocher à nouveau, ramener le Marc du début. Pendant un bref moment, ça fonctionnait. Pendant la grossesse, il redevenait attentif, préoccupé, présent. Il aménageait la chambre du bébé, m'accompagnait aux rendez-vous médicaux, massait mes pieds, enflait le soir. Ce sera un garçon, j'en suis sûre, disait-il, passant la main sur mon ventre, forte, comme son père, et c'était un garçon. Et les fêtes, Raphaël naissait un matin de printemps, en bonne santé, avec les yeux de son père. Et mon Nazareth Roucher. Marc semblait l'homme le plus fier du monde quand il tenait son fils pour la première fois. Mon champion, murmurait-il, embrassant le front du bébé. Mais la lune de miel était de courte durée, avec les nuits blanches, les couches à changer, les pleurs du bébé. L'irritation de Marc revenait de plus belle. Ne peux-tu pas faire taire ce garçon? Comment vais-je travailler demain sans dormir correctement? Se plaignait-il. Allant dormir dans le salon, quand Raphaël avait des coliques et pleurait toute la nuit, c'était pendant cette période que les premières agressions commençaient, pas physiques, pas encore. C'était des mots, des regards, des silences lourds qui faisaient plus mal que des gifles. Regarde l'état de cette maison. On dirait pas que tu restes ici toute la journée. Que fais-tu, Hein? Que faisais-je? Je m'occupais d'un bébé, allaitais toutes les 3 heures, lavais des montagnes de vêtements, salle de bébé, essayais de cuisiner des nettoyères, d'être une bonne mère et une bonne épouse, tout en même temps, seule, sans aide. Progressivement, je commençais à me refermer, à me taire. Essayant de ne pas provoquer cette irritation constante, j'apprenais à prévoir ce qui pourrait l'agacer et éviter de faire quoi que ce soit, qui pourrait déclencher la maison toujours impeccable, le dîner toujours prêt à l'heure,
le bébé toujours propre et calme. Et quand il arrivait, c'était comme marcher sur des œufs tout le temps. Quand Raphaël avait environ 2 ans, je devais retourner enseigner. Le salaire de Marc, bien, que bon, n'était pas suffisant, ou du moins, c'est ce qu'il disait plus tard. Je découvrais qu'une bonne partie de l'argent allait à l'alcool, au jeu d'argent, et bien à d'autres femmes. Retourner en classe, c'était comme respirer à nouveau, après avoir été submergée pendant longtemps. Parmi les enfants, avec mes livres et mes cahiers, je redevenais moi-même, pas l'ombre effrayée que j'étais devenue à la maison, mais l'enseignante Carla, confiante, joyeuse, respectée. Je pensais que c'est ceux qui ne supportaient pas voir que, hors de la maison, loin de lui, je pouvais encore être heureuse. Les accusations de trahison commençaient peu après, sans raison, sans la moindre preuve. Qui est-ce? Demandait Marc, de nous les partes. Pendant que nous dînions, le directeur, le père d'un élève, dis-moi, Carla, qui est l'homme qui mange ma nourriture, dort dans mon lit, il n'y a personne. Marc, je ne t'ai jamais trompé. Il y a notre mais ça servait à rien. Quand le soupçon entre dans une relation, c'est comme un poison qui contamine tout. Il commençait à apparaître à l'improviste, à l'école, à me suivre. Quand je sortais avec des amis, à fouiller dans mon sac, à lire mes cahiers de planification de cours, cherchant des notes inexistantes. Et puis, une nuit, en 1986, la première agression physique arrivait. J'étais allée à une réunion parents-professeurs qui s'était prolongée au-delà de ce qui était prévu. Quand je rentrais à la maison, Marc m'attendait déjà à la porte. Le visage rouge de colère, les yeux injectés de sang par l'alcool. « Où étais-tu, sale traînée ?» criait-il, saisissant mon bras si fort que ça laissait des marques violettes. À l'école, Marc, à la réunion, tu le savais, menteuse, hurlait-il, et puis venait la première gifle, forte, inattendue, qui me faisait tomber au sol du salon. Je restais là, paralysée par le choc, sentant le goût métallique du sang dans ma bouche. Je ne pouvais pas croire que cela arrivait, que l'homme qui m'avait autrefois promis un amour éternel levait maintenant la main sur moi. Raphaël, 4 ans à l'époque, regardait tout depuis le couloir, ses petits yeux écarquillés de peur. Cette image, mon fils assistant à l'agression de son père sur moi, était ce qui faisait le plus mal, plus que la gifle, plus que les mots cruels. Va dans ta chambre, mon amour, parvenais-je à lui dire, essayant de sourire pour ne pas l'effrayer davantage. Maman, et papa parlant juste. Et après cette première fois, c'était comme si une barrière avait été brisée. Les gifles devenaient des poussées, les poussées des coups de poing, les coups de poing, des coups de pied, toujours suivis de remords, de promesses, de vœux de changement. Pardonne-moi, mon amour. Je ne sais pas ce qui m'a pris.
disait-il le lendemain, apportant des fleurs, des chocolats, des cadeaux. Ça ne se reproduira plus jamais, je le jure sur ma vie. Et je le croyais ou faisais semblant de croire parce que pouvais-je faire d'autre? C'était les années 80 dans une petite ville avec un jeune enfant à élever. Où irais-je? Comment me soutiendrais-je? Que diraient les gens? J'essayais de demander de l'aide quelquefois à ma mère d'abord. Le mariage, c'est comme ça. Ma fille, disait-elle, comme si être battue était une partie normale de la vie d'une épouse. Les hommes ont un tempérament fort. Il faut savoir contourner, ne pas provoquer à une amie de l'école. Ensuite, oh, Carla, es-tu sûre? Marc semble un si bon père. Si bon mari. N'exagères-tu pas un peu? Et enfin, dans un moment de désespoir, la police. Écoutez, madame, les disputes de mari et de femme, nous ne nous en mêlons pas. Vous savez, disait le sergent Jean Lamy, l'ami de pêche de Marc, je devenais de plus en plus isolée, je perdais des amis, perdes confianza, perdais joie, je vivais dans un état d'alerte constant, toujours en attente de la prochaine explosion, toujours essayant d'éviter l'inévitable. C'était que lorsque Raphaël avait 12 ans, que je trouvais le courage, pas pour moi. J'avais déjà accepté que ce serait ma vie, mais pour lui, parce que je réalisais que j'élevais un fils dans un environnement toxique, lui apprenant que l'amour et la violence pouvaient aller de pair, qu'il était normal pour un homme de frapper une femme. Une nuit, après une autre session de cris at the Heifles, parce que le dîner n'était pas comme Marc le voulait. Raphaël venait dans ma chambre pendant que je pleurais, essayant de cacher mon œil au beurre noir avec du maquillage. Maman, disait-il, avec un sérieux qu'aucun enfant ne devrait avoir. Nous devons partir. Papa finira par te tuer un jour. C'était comme une gifle, une autre, mais de réalité. Mon fils, mon garçon, voyait ce que je ne pouvais plus voir, que j'étais dans une relation qui pourrait coûter ma vie. Cette même semaine, pendant que Marc était en voyage d'affaires, plus tard, je découvrais qu'il était avec sa maîtresse à Nantes. Prenez les économies que j'avais cachées pendant des années dans un double fond du tiroir à chaussettes et fuyez avec Raphaël chez ma sœur à Quimper. Le divorce était une guerre. Marc utilisait tout son pouvoir, ses relations, son, argent, pour me faire passer pour une femme folle, une mère négligente, une épouse ingrate, mais j'avais des preuves, des photos, des bleus, des témoins des abus verbaux, même un enregistrement d'une de ces explosions de rage que Raphaël avait fait secrètement avec un magnétophone. Après presque un an de bataille juridique, j'obtenais le divorce et la garde de mon fils. Marc gardait la maison et presque tous les biens, mais j'avais ma liberté. Et mes chers, n'avait pas de prix. Nous recommencions de zéro à Quimper. J'obtenais un emploi dans une école publique, louais un petit appartement chaleureux, me faisais de nouvelles amies,
Raphaël, libéré de l'environnement toxique, s'épanouissait, recommençait à sourire, à jouer, à être un enfant. Pendant 10 ans, je n'avais plus de nouvelles de Marc, au-delà de ce qui était nécessaire concernant les questions liées à Raphaël. J'entendais par des connaissances communes qu'il s'était remarié et divorcé peu après, qu'il continuait à la banque, qu'il avait été promu, qu'il continuait à boire. Progressivement, les blessures guérissaient, elles ne disparaissaient pas. Certaines marques restaient pour toujours, mais elles cessaient de faire mal constamment. Je commençais à me sentir belle, intelligente, capable à nouveau. Je commençais à croire que je méritais de bonnes choses. En 2001, avec Raphaël, déjà à l'université à Lorient, étudiant l'ingénierie, je décidais de retourner à Saint-Brieuc. La ville avait changé, j'avais changé, je n'avais plus peur de croiser Marc dans les rues. J'entendais qu'il avait déménagé à Nice des années auparavant. Saint-Brieuc me manquait, l'odeur de la mer, les rues, l'accent de ma ville natale. J'achetais une petite maison simple dans le quartier Saint-Michel avec un petit jardin où je plantais des roses de toutes les couleurs. Je prenais ma retraite comme enseignante, mais continuais à donner des cours particuliers à des enfants en difficulté d'apprentissage. J'avais mon groupe d'amis, mes activités à l'église, ma vie organisée et paisible. J'étais enfin en paix, ou du moins, je le pensais. Beaucoup d'entre vous doivent se demander comment un homme qui semblait si parfait s'est transformé en monstre que je décris. Je vais maintenant vous raconter comment j'ai réalisé que j'avais épousé un étranger, pas l'homme, que j'avais rencontré. Les premiers signes apparaissaient si subtilement que je ne les remarquais même pas, comme cette histoire de la grenouille dans la marmite. Vous savez, si vous jetez une grenouille dans l'eau bouillante, elle saute immédiatement, mais si vous la mettez dans l'eau froide et la chauffez lentement, la pauvre ne se rend même pas compte qu'elle est cuite vivante. C'est comme ça que c'était avec moi. Ça commençait par de petits commentaires sur mes vêtements. Cette robe n'est-elle pas un peu trop voyante pour une enseignante, Carla? Puis venaient les critiques sur ma façon de parler, de rire, de me comporter en public. As-tu vraiment besoin de raconter toutes ces histoires d'école au dîner? Ça n'intéresse personne. Marc avait 2 personnalités. En public, il continuait à être le mari parfait, attentif, poli, affectueux. Tout le monde à Saint-Brieuc pensait que j'avais gagné à la loterie du mariage. Quelle chance tu as, Carla. Marc est un homme si spécial. Si seulement il savait ce qui se passait quand les portes se fermaient. Je me souviens d'un dîner chez le directeur régional de la banque en 1981. Marc était particulièrement nerveux ce jour-là. C'est une opportunité importante, répétait-il, en se préparant. Ne gâche pas tout. J'avais passé tout l'après-midi à me préparer, cheveux faits au salon, la robe bleu marine qu'il trouvait appropriée, maquillage discret, comme il préférait. J'avais même répété mentalement les sujets autorisés. Rien sur l'école.
rien sur la politique, rien, qui pourrait sembler que j'avais ma propre opinion. Pendant le dîner, le directeur régional, Monsieur Paul Duval, un gentleman chauve dans la cinquantaine, me posait des questions sur mon travail. Je m'animais un peu et lui parlais d'un projet de lecture que je développais avec mes élèves. Monsieur Duval semblait sincèrement intéressé, posant des questions, louant l'initiative. Sur le chemin du retour, dès que nous montions en voiture, Marc explosait. Tu ne peux pas fermer la bouche. Hein, il fallait te montrer, montrer que tu es enseignante, que tu as des idées, que tu es intelligente. Mais il a demandé, Marc, que voulais-tu que je sois impolie, la gifle venait si fort que ma tête heurtait la vitre de la voiture. Je voulais que tu sois discrète, que tu me laisses briller. C'était ma soirée, ma chance pour une promotion. J'arrivais à la maison avec une lèvre fendue et la certitude que c'était pas l'homme avec qui j'avais rêvé de construire une vie. Les agressions s'aggravaient progressivement. Ce qui commençait par des gifles évoluait en coups de poing, coups des pieds, poussé contre le mur. Marc faisait attention à frapper là, où les marques ne se voyaient pas, sur le ventre, les dos, les cuisses, quand il laissait accidentellement une marque visible. J'inventais des excuses. Je me suis cogné le visage sur la porte de l'armoire, expliquai-je à ma directrice. Quand je me présentais avec un œil au beurre noir à l'école, elle me regardait longtemps. Un regard qui disait qu'elle ne croyait pas un mot, mais ne savait pas non plus comment aider Face, Attention, Carla. Ces armoires, elles sont traîtresses. En 1984, je découvrais la première trahison. Marc était sous la douche quand son téléphone portable, une nouveauté coûteuse à l'époque, sonnait. Je répondais sans réfléchir, salut chérie, tout va bien, tu me manques, quand nous reverrons-nous? La voix était jeune, douce, confiante. Je raccrochais sans répondre. Quand je confrontais Marc, la réaction était explosive. Alors maintenant, tu fouilles dans mon téléphone. Pour qui te prends-tu? Je suis ta femme. Et tous mes trumps. La raclée, ce jour-là, était si violente que je ne pouvais pas aller travailler pendant une semaine. Je disais à l'école que j'étais tombée dans l'escalier, un autre mensonge pour protéger le monstre qui vivait dans ma maison. Les trahisons devenaient fréquentes, différents parfums sur sa chemise, des taches de rouge à lèvres, des frais d'hôtel sur la carte de crédit, et à chaque découverte de ma part, sa réaction devenait plus violente. En 1987, je contractais une maladie sexuellement transmissible. Le médecin Mboroché m'expliquait que mon mari devrait aussi suivre un traitement docteur. Cela ne peut venir que d'un rapport sexuel, n'est-ce pas? Demandai-je, connaissant déjà la réponse. Oui, Madame Carla, il n'y a pas d'autre forme de contagion. Je rentrais à la maison déterminée à le confronter une fois pour toutes. Raphaël était chez un ami. Il était temps de mettre les cartes sur la table. Marc, nous devons parler. Je suis allée chez le médecin aujourd'hui.
Eiki. Je ne pouvais pas finir la phrase. Il se jetait sur moi comme un animal sauvage. Toi, tu m'as trompé et tu as encore le culot de prétendre que tu es malade. La raclée ce jour-là me laissait inconsciente. Quand je revenais à moi, j'étais sur le sol de la cuisine. Un filet de sang coulant de mon front. Marc était assis à la table, buvant calmement. La prochaine fois que tu inventes une histoire comme ça, tu ne te réveilleras pas, disait-il sans même me regarder. Je réalisais à ce moment qu'il pourrait vraiment me tuer. C'était pas juste une menace vide, être pire encore. Il se sentirait justifié. Je commençais à planifier secrètement ma fuite. J'économisais de petites sommes d'argent que je cachais dans une boîte d'avoine dans l'armoire de la cuisine. Je séparais les documents importants, les photos, les choses que je ne pouvais pas laisser derrière. Je préparais une petite valise et la cachais au fond du placard sous de vieilles couvertures, mais je n'avais pas encore le courage de partir. La peur était plus grande que le désir de liberté, peur de ce qu'il ferait s'il me trouvait, peur du scandale, peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de mon fils seul. En 1989, Marc perdait son emploi à la banque. Je n'ai jamais su exactement pourquoi. Il disait que c'était une persécution politique, mais j'entendais par des connaissances que ça avait un rapport avec de l'argent manquant et une jeune cliente qui menaçait de poursuivre la banque pour harcèlement. Avec le chômage, les choses s'aggravaient drastiquement. Marc commençait à boire encore plus, à rester à la maison toute la journée, à contrôler chacun de mes pas. Je ne pouvais plus appeler quelqu'un sans qu'il soit à côté, écoutant la conversation. Je ne pouvais pas aller au marché sans dire exactement combien de temps ça prendrait et où j'irais. Raphaël, 7 ans à l'époque, commençait à avoir des problèmes à l'école. Il était agressif avec ses camarades, inattentif en classe, faisait des cauchemars constants. La psychologue de l'école me convoquait pour une discussion. Madame Carla, Raphaël a dessiné ceci en cours d'art aujourd'hui. Elle me montrait un papier où mon fils avait dessiné une grande figure masculine menaçante avec ce qui semblait être une ceinture à la main et 2 figures plus petites, l'une tombée au sol avec des taches rouges, l'autre cachée derrière un rectangle que j'imaginais être un lit ou un canapé. Mon cœur se figeait, c'est juste son imagination. Essayais-je d'expliquer sans beaucoup de conviction. Madame Carla, la psychologue, tenait mes mains, me regardant droit dans les yeux. Les enfants expriment sur le papier ce qu'ils ne peuvent pas dire avec des mots. Raphaël demande de l'aide. Ces mots me frappaient comme un éclair. Mon fils, mon garçon, souffrait, était endommagé par cette situation autant que moi. Et contrairement à moi, il n'avait pas choisi d'être là. C'était la poussée dont j'avais besoin. La semaine suivante, quand Marc partait pour un entretien d'embauche, je prenais Raphaël à l'école, les valises cachées, et nous allions à la gare routière. Nous achetions des billets pour camper où vivait ma sœur. Où allons-nous, maman? Demandait Raphaël.
confus par ce départ soudain dans un endroit sûr, mon amour, un endroit où personne ne criera, où ne nous frappera plus, ses petits yeux s'écarquillaient, un mélange de peur et d'espoir. Et papa, ton père a besoin d'une aide que nous ne pouvons pas donner, peut être un jour. Quand il ira mieux, vous pourrez vous revoir. C'était la chose la plus difficile et aussi la plus courageuse que j'ai jamais faite dans ma vie. Laisser tout derrière, maison, meubles, souvenirs, la vie que je connaissais pour recommencer de zéro, mais j'étais absolument certaine que si restais, je ne vivrais pas pour voir Raphaël grandir. La réaction de Marc était exactement ce que je craignais des appels menaçants au téléphone de ma sœur. Je te trouverai, toi, je ramènerai mon fils et tu regretteras d'être né. Il apparaissait à Quimper 2 semaines plus tard, ivre, criant devant l'immeuble de ma sœur. La police était appelée, il passait la nuit au commissariat, était libéré à condition qu'il retourne immédiatement à Saint-Brieuc. Mais ce n'était que le début de la guerre. Il engageait un avocat coûteux, demandait la garde de Raphaël, prétendant que j'étais mentalement instable, que j'avais abandonné le foyer, que j'étais une mère négligente. Heureusement, ma sœur connaissait un avocat qui acceptait de me représenter, ne facturant que ce que je pouvais payer. Le docteur Nestor Faure était un gentleman âgé avec une vaste expérience en droit familial et un cœur encore plus grand. Madame Carla, me disait-il à notre première rencontre, ne vous inquiétez pas, la vérité finit toujours par sortir dans ces situations et votre vérité est inscrite sur le visage de votre fils. Le processus était long et douloureux. Je devais revivre chaque abus, chaque humiliation, chaque marque. Raphaël, à seulement 8 ans, devait parler avec des travailleurs sociaux, des psychologues. Le juge, c'était une épreuve pour nous tous. Mais le docteur Nestor avait raison, la vérité sortait. D'anciens voisins témoignaient avoir entendu des cris, des pleurs, des sons d'agression. Des médecins confirmaient d'anciennes blessures compatibles avec la violence domestique. La psychologue de l'école présentait les dessins et les rapports sur le comportement de Raphaël. Est plus important encore, mon fil, avec un courage qui me touchait, disait sa vérité. Mon père frappait ma mère presque tous les jours, disait-il au juge. Sa voix tremblante, mais ferme, je me cachais sous le lit, mais je pouvais encore tout entendre. En septembre 1990, nous sortions du tribunal avec la garde accordée à moi. Marc aurait le droit à des visites hebdomadaires, toujours supervisées par un travailleur social. Il ne se présentait jamais à aucune d'elles. Pendant des années, nous n'avions plus de nouvelles de lui, sauf pour des rumeurs occasionnelles qu'il était retourné travailler dans la banque, mais dans un poste inférieur, qu'il s'était remarié et divorcé peu après, qu'il avait des problèmes de santé à cause de l'alcool. Je reconstruisais ma vie à Quimper, j'obtenais un emploi comme enseignante, faisais de nouvelles amies, commençais même à sortir avec un collègue. Rien de sérieux, juste un café par-ci, un film par-là,
J'apprenais à faire confiance à nouveau, à sourire sans peur, à être moi-même. Raphaël grandissait fort, intelligent, gentil, l'opposé de son père à tous égards. Les rares fois où nous abordions le sujet de Marc, il disait « Maman, il m'a appris une chose importante. Le genre d'homme que je ne veux jamais être. En 2000, avec Raphaël déjà à l'université de Rennes, étudiant l'ingénierie civile. Je décidai qu'il était temps de retourner à mes racines. Saint-Brieuc avait été le théâtre de mon cauchemar, mais c'était aussi ma ville natale, où j'avais grandi, où j'avais de bons souvenirs d'enfance et de jeunesse. J'achetais une petite maison dans le quartier Saint-Michel, loin de la maison où nous avions vécu avec Marc, un endroit où je pouvais vraiment recommencer de zéro. La maison avait besoin de rénovation, mais elle avait une cour ensoleillée où je commençais à planter un jardin, quelque chose que j'avais toujours voulu et que j'avais jamais pu avoir pendant le mariage, car il pensait que c'était une perte d'argent. Je commençais à donner des cours particuliers pour compléter ma retraite des enfants en difficulté d'apprentissage, des adolescents ayant besoin de renforcement pour les examens d'entrée à l'université. Le travail me gardait active, connectée, utile. Je renouais avec de vieilles amitiés, en faisais de nouvelles. Je rejoignais un groupe d'artisanat à l'église du quartier, commençais à chanter dans une chorale pour seniors, même si je ne me considérais pas encore âgée. À 48 ans, la vie était simple, mais satisfaisante. En 2013, par une vieille collègue de l'école que je rencontrais par hasard au marché, j'apprenais que Marc était revenu à Saint-Brieuc. Il était malade, une cirrhose du foie, conséquence d'années d'alcoolisme, et était venu rester chez son frère aîné qui vivait encore dans la ville. La nouvelle ne m'affectait pas autant que je le craignais. Je ne ressentais ni peur, ni colère, peut être une sorte de pitié distante, comme s'il s'agissait d'un personnage d'une triste histoire que j'avais lue il y a longtemps. Es-tu d'accord avec ça ? Demandait mon ami, sincèrement préoccupé. Oui, répondais-je, cette ville est assez grande pour nous deux. Cette nuit-là, j'appelais Raphaël pour lui annoncer la nouvelle, essayant de sembler désinvolte pour ne pas l'alarmer. « Maman, je n'aime pas ça, disait-il immédiatement. Pourquoi ne viens-tu pas à Lorient ? Nous pouvons trouver un appartement près du mien. Mon fils, je ne vais pas le laisser me chasser de ma ville à nouveau. J'ai déjà fui une fois, je ne vais pas fuir encore. » Je promettais à Raphaël de prendre des précautions supplémentaires, de rester alerte à tout mouvement étrange, de ne pas marcher seul la nuit. C'était assez pour le calmer, mais pas assez pour empêcher ce qui allait arriver. Pendant des mois, je n'avais aucun signe de Marc. J'entendais parler de lui occasionnellement, qu'il était de plus en plus malade, qu'il quittait rarement la maison de son frère, qu'il buvait malgré les recommandations médicales, mais je ne le voyais jamais. Nous ne nous croisions pas dans les rues de la ville. Je commençais à me détendre, à baisser ma garde. Peut-être ne savait-il même pas que j'étais revenue, peut-être
ne s'en souciait-il plus? Peut-être était-il trop occupé à lutter contre sa propre maladie pour s'inquiéter des fantômes du passé. J'avais tort, terriblement tort. Une nuit de juin 2004, pendant que je corrigeais les travaux de mes élèves particuliers, j'entendais un bruit étrange venant de l'arrière de la maison. Je pensais que c'était être un chat dans la cour. J'avais commencé à nourrir un chat errant qui apparaissait régulièrement, mais non, appelai-je, en ouvrant la porte de la cuisine qui donnait sur la cour. C'est toi, petit. L'obscurité m'accueillait, la cour était silencieuse, sauf pour le léger bruissement des feuilles de rose dans le vent. Je haussai les épaules et rentrai, verrouillant la porte derrière moi. Je ne réalisais pas que, en ouvrant cette porte, j'avais scellé mon destin. Je ne réalisais pas que des yeux m'observaient depuis l'ombre, des yeux que je connaissais bien, des yeux que je pensais autrefois être la fenêtre de l'âme de l'homme, que j'aimais, mais qui était devenue depuis longtemps l'entrée de mon pire cauchemar. Marc m'avait trouvée et il n'était pas prêt à me laisser en paix. Je finissais de corriger les travaux de mes élèves vers 10 heures du soir. J'étais épuisée, mais satisfaite des progrès que le petit Mathieu faisait en lecture. Ce garçon me rappelait tellement Raphaël au même âge, des yeux curieux ou un esprit vif ayant juste besoin d'un peu plus d'attention pour s'épanouir. Je rangeais les cahiers dans le dossier, prenais une tasse de tisane de camomille, un rituel que j'avais adopté pour calmer mes nerfs après tant d'années de thérapie, et me préparais pour le lit. J'allumais la petite radio sur la table de chevet, réglée sur une station qui jouait des vieux tubes cette nuit-là. C'était Charles Aznavour. La bohème remplissait la pièce. Pendant que je brossais mes cheveux, maintenant plus gris que noirs, devant le miroir, j'étais presque endormie quand j'entendais un autre bruit différent du précédent, plus net, on aurait dit du verre, qui se brisait. Je m'asseyais dans le lit, les cœurs battantes. Ça devait être un voisin, pensais-je, essayant de me convaincre. Mais ensuite, j'entendais des pas à l'intérieur de la maison, dans la cuisine. Il n'y avait plus de doute maintenant. Quelqu'un s'était introduit chez moi. Je saisissais le téléphone portable sur la table de chevet. Un vieux Nokia que Raphaël avait insisté pour que j'aie et composait le 17 avant que je puisse parler à l'opératrice. La porte de la chambre s'ouvrait et là il était Marc, 15 ans plus vieux, le visage jauni par la maladie du foie, plus mince, les cheveux maintenant complètement gris, mais toujours avec ces mêmes yeux, des yeux que je connaissais, pleins d'un faux amour autrefois, débordant de haine. Ensuite, et maintenant, quelque chose de pire, un mélange de colère, d'obsession, et de ce que je ne peux décrire que comme de la folie. Je t'ai trouvé, Karl, disait-il, sa voix pâteuse révélant qu'il avait bu, enfin trouvé. Le téléphone tombait de ma main, tout mon corps se figeait, toutes ces années de thérapie, de reconstruction, de renforcement,
semblait s'évaporer en un instant. C'était comme si j'étais redevenue cette femme terrifiée d'il y a 20 ans. Que veux-tu, Mark? Parvenais-je à demander, essayant de gagner du temps, essayant de penser à une issue. Il est tard, je suis fatiguée. Et il riait, un rire sec, sans humour. Que veux-je? Que veux-je? Répétait-il, avançant de quelques pas. Je veux que tu payes pour ce que tu m'as fait. Qu'est-ce que je t'ai fait? Demandai-je, sincèrement confuse. Tu as ruiné ma vie, criait-il, frappant le mur à côté de lui. Tu m'as humilié, m'as fait perdre mon fils, mon travail, mon respect. L'inversion était si absurde que pendant un instant, et j'aille presque rire, c'était tellement typique des agresseurs de blâmer leurs victimes, de se transformer en martyrs dans leur propre récit déformé. Tu as ruiné ta propre vie, Mark, répondais-je, trouvant du courage je ne sais où, avec tes choix, ta violence. Ton alcoolisme, c'était la mauvaise chose à dire. Son visage se déformait de rage et il se jetait sur moi. J'essayais de courir, mais la chambre était petite. Il n'y avait nulle part où aller. Il me saisissait par les bras, ses doigts s'enfonçant dans ma chair avec assez de force pour laisser des marques. Tu vas m'écouter maintenant. Et toi, tu vas entendre tout ce que j'ai gardé à l'intérieur pendant 15 ans. L'odeur d'alcool dans son souffle était nauséabonde, mélangée à l'odeur caractéristique de la maladie, qui le consumait. J'essayais de me libérer, mais il était encore beaucoup plus fort que moi, malgré son âge et sa santé détériorée. Let-moi, Mark, j'ai déjà appelé la police. Ils sont en route, mentais-je, essayant de l'effrayer. Il riait à nouveau. La police, tu penses encore? Quis fontede? Tu n'as jamais sapres. N'est-ce pas? D'un mouvement soudain, il me jetait sur le lit. Je tombais sur le dos, l'air s'échappant de mes poumons avec l'impact. Avant que je puisse reprendre mon souffle, il était sur moi. Une main serrant ma gorge, l'autre déchirant ma chemise de nuit. Je vais t'apprendre une leçon qui tu n'oublieras jamais. Grognait-il, son visage si proche du mien que je sentais des gouttes de salive s'éclabousser sur mon visage. À ce moment, quelque chose se brisait en moi. Pas de peur, mais de colère. Colère pour tout ce qu'il m'avait fait. Colère pour toutes les années volées. Colère parce qu'il pensait qu'il avait encore le droit de me toucher, de me faire du mal. Non, criai-je, rassemblant toute la force que j'avais dans mon corps. Plus jamais je parvenais à lever mon genou avec force, le frappant entre les jambes. Il hurlait de douleur, relâchant sa prise sur mon cou. C'était assez pour que je me libère, roulant sur le côté du lit, mais il se rétablissait trop vite. Il saisissait ma cheville. Quand j'essayais de courir vers la porte, me tirant en arrière, je tombais au sol, frappant mon menton fort. Le goût métallique du sang remplissait ma bouche. Tu vas payer pour ça. Salivak, Gliaitil, me traînant sur le sol comme si j'étais un sac de pommes de terre. Je luttais comme j'avais jamais lutté auparavant. Je donnais des coups de pied, griffais, mordais. Je parvenais
à frapper son visage avec mes ongles, laissant 3 traînées rouges sur sa joue jaunâtre. Cela ne faisait que l'enrager davantage. Il me giflait si fort que je voyais des étoiles, puis une autre, et encore une. Mon visage brûlait, mes oreilles bourdonnaient, je goûtais le sang mélangé aux larmes. « Tu es à moi ?» continuait-il à crier entre les coups. « Tu as toujours été à moi. Personne d'autre ne peut avoir. » Je ne sais pas combien de temps cet enfer durait. Des minutes, des heures. Le temps semblait avoir perdu son sens. Chaque coup, chaque insulte, chaque violation était une éternité de douleur. À un moment, j'arrêtais de lutter. Pas perdition. Mais par stratégie, plus je résistais, plus il devenait violent. Peut être, si je faisais semblant de me soumettre, il baisserait sa garde. S'il te plaît, Mark, supplice. Ma voix brisée par les pleurs. Tu me fais mal. C'est censé faire mal, répondait-il. Mais le ton avait changé. Il y avait une satisfaction malsaine maintenant, comme si ma souffrance était exactement ce qu'il voulait. Il me soulevait du sol par les cheveux, me traînant de nouveau vers le lit. J'étais semi-consciente de douleur, mais mon esprit travaillait frénétiquement. Je savais qui allait venir ensuite. Je savais que si je le permettais, ce serait comme revenir 20 ans en arrière, perdre tout ce que j'avais reconstruit avec tant d'efforts. Voyons si tu es encore bonne à quelque chose, disait-il, commençant à déboucler sa ceinture. C'était à ce moment que je voyais l'opportunité sur la table de chevet. À ma portée était la lourde lampe en céramique que j'avais achetée à une foire artisanale de l'église. Avec lui distrait par sa propre ceinture, j'étendais la main et saisissais la lampe. Je ne réfléchissais pas 2 fois. Avec toute la force que je pouvais rassembler, je frappais sa tête. L'impact était si fort que la lampe se brisait. Des éclats de céramique volant à travers la pièce. Marc reculait en titubant, étourdi, du sang coulant d'une coupure sur son front. Pendant un instant, je pensais que j'avais réussi, qu'il tomberait et que je pourrais m'échapper, mais il se rétablissait trop vite. Avec un rugissement animal, il se jetait à nouveau sur moi. Cette fois, il n'y avait rien à ma portée pour utiliser comme arme. J'essayais de rouler sur le côté, mais il saisissait mon bras, le tordant derrière mon dos avec une telle force que je sentais quelque chose se casser dans mon épaule. La douleur était atroce, arrachant un cri du fond de ma gorge. C'était comme si tout mon bras était en feu. Il m'avait déboîté l'épaule. Maintenant, tu vas apprendre qui commande, grognait-il, me tournant face contre le lit, pressant mon visage contre l'oreiller avec une telle force que je pouvais à peine respirer. La panique prenait le dessus. Il allait me tuer. Après tout, après toute la lutte, toute la reconstruction, j'allais mourir de la main du même homme qui avait déjà volé tant d'années de ma vie. Non, je ne pouvais pas permettre ça. Avec mon bras valide, je tâtonnais désespérément,
cherchant n'importe quoi, que je pourrais utiliser comme arme. Mes doigts touchaient quelque chose de froid, de métallique. Les ciseaux que j'utilisais pour couper du papier, que j'avais laissé sur la table de chevet après avoir préparé du matériel pour un élève. Je saisissais les ciseaux, les cachant dans la paume de ma main. J'avais besoin d'un moment, juste un moment de distraction de sa part. Il venait quand le téléphone dans le salon commençait à sonner le son strident, briser l'air, faisant relâcher légèrement la pression sur mon cou, tournant la tête vers le bruit. C'était tout ce dont j'avais besoin, d'un mouvement rapide. Je tournais mon corps et enfonçais les ciseaux dans sa poitrine avec toute la force que j'avais. Le choc dans ses yeux est quelque chose que je n'oublierai jamais. C'était pas encore de la douleur, c'était de la surprise, une surprise pure et complète que moi, sa victime pendant tant d'années, avait osé riposter. Il reculait en titubant, regardant les ciseaux enfoncés jusqu'au manche entre ses côtes, le sang commençant à imbiber sa chemise. Salvatch, murmurait-il, sa voix déjà faible, ses jambes cédant sous son poids. Il tombait d'abord à genoux, puis s'effondrait sur le côté, sur le sol de la chambre. Le sang commençait à former une flaque autour de lui, sombre contre le plancher en bois. Je restais paralysée pendant quelques secondes, incapable de croire ce qui venait de se passer. Puis l'instinct de survie prenait le dessus. Ignorant la douleur atroce dans mon épaule déboîtée, je rampais hors du lit, ramassais le téléphone qui était tombé par terre et recomposais le Dicept Urgence. Répondait une voix féminine à l'autre bout. « J'ai besoin d'aide », parvenais-je à dire, ma voix tremblant de manière incontrôlable. Mon ex-mari s'est introduit chez moi, il m'a attaqué. Je l'ai poignardé. Il y a beaucoup de sang. Je donnais mon adresse entre les sanglots et l'opératrice m'assurait que la police et une ambulance étaient en route. Restez en ligne avec moi. Madame, ne raccrochez pas. Tracy, je regarde Mark allongé sur le sol. Ses yeux étaient ouverts, fixés sur moi, mais l'éclat de haine avait disparu. Il semblait vide. Sa respiration était faible, espacée. Une partie de moi voulait l'aider, arrêter le saignement, faire quelque chose. Après tout, malgré tout, il était le père de mon fils. Nous avions partagé une vie, même si pleine de douleur, mais une autre partie, celle qui avait lutté pendant des décennies pour survivre, pour se reconstruire, savait que m'approcher de lui serait risquer ma propre vie, même blessé, même mourant. Il était encore dangereux. Je restais dans le coin le plus éloigné de la pièce, le téléphone pressé contre mon oreille, les yeux fixés sur lui, prête à courir s'il bougeait. Il ne bougeait pas, même avant l'arrivée de la police. Marc cessait de respirer. Ses yeux qui m'avaient autrefois fait croire aux contes de fées, devenaient vitreux, sans vie. La police arrivait d'abord, puis l'ambulance. La maison était bientôt pleine de gens. Des officiers prenant des photos, des ambulanciers confirmant le décès,
des voisins curieux rassemblés sur le trottoir. J'étais emmenée à l'hôpital pour traiter mon épaule déboîtée et autres blessures. Le médecin de garde, un jeune homme d'à peine 30 ans, regardait mon corps couvert de bleu et de coupures, avec une expression qui mêlait horreur et compassion. Madame, je dois documenter ces blessures, disait-il doucement. Pour le processus, bien sûr, j'avais tué un homme, et même en légitime défense, même après tout ce qu'il avait fait, j'avais pris une vie, il y aurait des conséquences au commissariat. Après avoir été soignée, je donnais ma déclaration. Je racontais tout, pas seulement cette nuit, mais les 20 ans d'abus, la fuite à Quimper, les divorces difficiles, mon retour à Saint-Brieuc, le détective, un homme d'âge moyen avec des cernes profonds sous les yeux, écoutait en silence, prenant parfois des notes. Avez-vous des preuves de l'histoire de violence ? Demandait-il. Quand je finissais mon récit, j'ai les dossiers du divorce, les rapports médicaux de l'époque, le témoignage de mon fils, des témoins à Quimper et à Saint-Brieuc, répondais-je, épuisée, mais déterminée. Et j'ai ceci, montrai-je mon corps, marqué à nouveau par cet homme qui avait juré de m'aimer. J'étais libérée le lendemain matin. Après avoir payé une caution, l'affaire serait enquêtée. Il y aurait un procès, mais le détective faisait comprendre que tout indiquait une légitime défense. En quittant le commissariat, je trouvais Raphaël qui m'attendait. Il avait conduit toute la nuit depuis Lorient, après avoir reçu l'appel de la police. Maman, criait-il en me voyant, courant pour me serrer dans ses bras, avec précaution, conscient de mes blessures. Mon Dieu, regarde, c'est qu'il t'a fait. Je le serrais avec mon bras valide, les larmes s'échappant enfin après des heures de choc émotionnel. Tout va bien maintenant, mon fils. Tout va bien, mais ce n'était pas vrai. Pas vraiment. J'avais tué un homme, le père de mon fils. Et bien que ce soit en légitime défense, bien qu'il ait mérité 1000 fois, quelque chose en moi avait changé pour toujours cette nuit-là. Les jours suivants étaient un flou de témoignages, d'examens, de consultations avec des avocats. Raphaël insistait pour que j'aille vivre avec lui à Lorient, au moins jusqu'au procès. Je ne peux pas rester ici. Mon fils, acquiesçai-je. Regardant la maison, qui était devenue mon refuge, et était maintenant tachée par un autre souvenir terrible, mais je ne peux pas non plus rester à Lorient pour toujours. J'y dois affronter ça, résoudre ça. L'enquête prenait 3 mois. Des témoignages étaient recueillis de tous ceux qui connaissaient notre histoire, d'anciens voisins à Saint-Brieuc, des collègues à Quimper, des médecins qui m'avaient soigné au fil des années, même le frère de Marc, chez qui il vivait. À ma surprise, son frère témoignait en ma faveur. Marc n'a jamais surmonté le divorce, disait-il à la police. Il buvait de plus en plus, parlait de se venger de son ex-femme quand il découvrait qu'elle était revenue à Saint-Brieuc. Il devenait obsédé. Je commençais à cacher les clés de la voiture pour qu'il ne sorte pas la nuit. Mais cette nuit-là,
je n'ai pas réalisé qu'il était parti. L'autopsie révélait que le foie de Marc était complètement détruit par la cirrhose. Selon le médecin légiste, même sans la blessure des ciseaux, il n'aurait probablement pas vécu plus de quelques mois d'une certaine manière. Madame, vous n'avez fait qu'accélérer l'inévitable, disait le légiste pendant son témoignage, recevant un regard désapprobateur du procureur. Le procès avait lieu en février 2005, 8 mois après cette nuit terrible. Le tribunal était plein. Des cas comme le mien n'étaient pas courants à Saint-Brieuc, surtout impliquant des personnes connues dans la communauté, comme Marc et moi l'étions. Mon avocat construisait une défense solide, basée sur l'histoire documentée de violence, les preuves physiques de l'effraction et de l'agression, et les témoins qui confirmaient l'obsession de Marc. Le procureur, un jeune homme avec des ambitions politiques évidentes, essayait de me dépeindre comme une femme vindicative qui avait attiré son ex-mari malade dans un piège. Mais ces allégations s'effondraient quand nous présentions les photos de mes blessures de cette nuit, le rapport médical confirmant l'épaule déboîtée, les dents cassées, les coupures et les bleus sur tout mon corps. Après 3 jours de procès, le juge annonçait sa décision. Ce tribunal reconnaît que la défendresse a agi en légitime défense, craignant pour sa vie, après avoir été brutalement attaquée dans sa propre résidence. Toutes les preuves confirment qu'il n'y avait pas d'autre option viable. Pour préserver son intégrité physique, je déclare la défendresse innocente de toutes les charges. Un murmure parcourait le tribunal. Je regardais Raphaël, assis au premier rang, des larmes coulant sur son visage, tandis qu'il applaudissait silencieusement à Hélène, ma sœur, qui avait voyagé depuis Quimper pour être avec moi, à quelques anciens élèves, maintenant adultes, venus soutenir mademoiselle Carla. J'étais libre, légalement libre, mais émotionnellement, il savait que j'avais encore un long chemin à parcourir. Je retournais en thérapie, gérant maintenant non seulement le traumatisme des abus, mais la culpabilité d'avoir pris une vie, même en légitime défense. Ma thérapeute, une dame de l'Orient spécialisée dans les cas de traumatisme grave, m'aidait à comprendre que c'est que je ressentais était normal. Vous êtes une bonne personne, Carla, me disait-elle. Les bonnes personnes ressentent des remords, même quand elles n'ont rien fait de mal. Ça c'est qui les différencie des gens comme votre ex-mari. Je vendais la maison à Saint-Brieuc. Je ne pourrais jamais dormir paisiblement dans cette chambre à nouveau et acheter un petit appartement à Lorient, près de Raphaël. Je recommençais à enseigner, cette fois des adultes, dans un programme d'alphabétisation. Lentement, je guérissais pas complètement. Certaines blessures sont trop profondes pour se refermer totalement, mais assez pour sourire à nouveau, pour trouver du plaisir dans les petites choses, pour croire qu'il y avait encore un avenir pour moi. En 2007, Raphaël épousait Julie, une ingénieure en environnement qu'il rencontrait au travail. Elle était tout ce que je pouvais souhaiter pour mon fils, intelligente, gentile, forte et
Surtout, ils avaient une relation saine, basée sur le respect mutuel. Elle me donne envie d'être un meilleur homme. Maman, me disait Raphaël, à la veille du mariage, comme tu as toujours voulu que je sois l'année suivante, naissait ma première petite fille, Claire. La tenir dans mes bras pour la première fois était comme une renaissance, cette petite vie si parfaite, si pleine de possibilités, était aussi un symbole que notre histoire familiale ne serait pas définie par la violence et l'abus. Elle a tes yeux, maman, disait Raphaël, tandis que je berçais ma petite fille, des yeux qui voient loin devant. Dans les années qui suivaient, je me consacrais à deux choses, ma famille et les autres femmes qui, comme moi, vivaient ou avaient vécu des situations d'abus. Je commençais comme bénévole dans un refuge pour femmes victimes de violences domestiques à Lorient. Plus tard, avec l'aide de Raphaël et de quelques amis, nous fondions une petite organisation à but non lucratif qui offrait un soutien juridique et psychologique gratuit, projet Nouveau Départ. Vous avez transformé votre douleur en mission, disait une jeune mère que nous aidions à quitter une relation abusive. Ça me donne de l'espoir. L'espoir que je voulais offrir, la certitude que peu importe à quel point la nuit est sombre, il y a toujours une aube qui attend, qu'aucune femme n'a besoin d'accepter l'abus comme son destin, qu'il y a une vie pleine, riche, pleine de sens, au-delà des murs d'une maison, qui est devenue une prison. Aujourd'hui, à 72 ans, je regarde en arrière et vois une vie pleine de hauts, de bosses, de douleurs et de joie, de défaites, surtout de victoires. J'ai 3 petits-enfants merveilleux. Claire, maintenant 17 ans, suivant les traces de son père en ingénierie. Pierre, 14 ans, passionné par la musique et la littérature. Et la petite Louise, 10 ans, qui me dit qu'elle veut être une aideuse de femmes comme mamie. Quand elle sera grande, le projet Nouveau Départ continue de croître, maintenant avec des bureaux dans 5 villes de Bretagne, aidant des centaines de femmes chaque année. Raphaël a pris la direction exécutive, Important Innovation et vision stratégique, tandis que je continue comme une sorte de conseillère senior, et comme les filles de l'équipe m'appellent affectueusement, l'âme du projet. Marc est parti depuis presque 20 ans, mais l'héritage qu'il a laissé n'était pas de destruction comme il le voulait, c'était de construction, de guérison, de transformation, pas par son mérite, bien sûr, mais parce que nous avons choisi, Raphaël et moi, de ne pas permettre au mal d'avoir le dernier mot dans notre histoire. Si vous regardez cette vidéo et vous identifiez à une partie de mon histoire, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Il y a une issue, il y a un nouveau départ, il y a une vie pleine, riche, pleine de sens, au-delà des murs de la maison, qui est devenue votre prison
Et si vous connaissez quelqu'un qui vit, peut être une situation d'abus, ne fermez pas les yeux. Tendez la main. Parfois, tout ce dont une femme a besoin pour trouver le courage de partir, c'est de savoir que quelqu'un sera là pour la soutenir quand elle fera le premier pas. Mais c'est cher. Si cette histoire a touché votre cœur,